Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, je suis Marius Muhunga. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui me tient très profondément à cœur et que je souhaite vivement partager avec vous ce soir. Mon parcours remonte de Kikwit, souvenez-vous du temps de Jeudi Marius, à RTKM en passant par Raga, puis aux États-Unis avec Marius chez vous, puis La Voix de l'Amérique. Ça, c'est l'histoire de notre lien commun. C'est l'histoire de votre confiance envers moi. Pendant ce parcours, vous m'avez porté, soutenu et encadré. Et je vous en remercie très sincèrement. Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir à Kinshasa, pas seulement pour vous rendre visite, mais aussi pour apporter ma pierre à l'édifice manqué dans la construction de notre futur commun. Et deuxièmement, ma ferme conviction est que le progrès de notre nation avance à la vitesse de la confiance et de l'honnêteté entre le peuple et nos dirigeants, et c'est l'essence même de la démocratie. Depuis longtemps, une idée me trotte dans la tête, et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai une grande annonce à vous faire. Ouais. Non, je ne vais pas quand même postuler comme candidat au présidentiel de la République démocratique du Congo. En revanche, je suis et je reste journaliste. Et donc, en tant que journaliste, en qui vous avez placé votre confiance, comment puis-je apporter ma pierre à l'édifice pendant cette période cruciale des élections dans notre pays? C'est ainsi qu'est née l'idée de Marius Town Hall, inspirée par ce qui se passe sous d'autres cieux. Marius Town Hall est un espace dédié à vous, le peuple, le cœur battant de la RDC. Ici, dans Marius Town Hall, chaque voix compte, chaque question mérite une réponse transparente et chaque dirigeant est appelé à vous rendre des comptes. C'est ce forum, cette mission que je me fais l'honneur de vous présenter ce soir. Marius Town Hall n'est pas qu'une émission, c'est un phare qui éclaire notre route vers un avenir démocratique. Il s'agit d'une expression vivante des valeurs sur lesquelles repose une véritable démocratie. La libre expression, un dialogue ouvert et sincère entre nous les peuples et ceux qui gèrent notre patrimoine commun ou ceux qui prétendent le faire, ce dans le respect des diversités d'opinions. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de ces publics ici, présents dans cette salle, qui aura la chance unique de poser directement leurs questions à ceux qui ont pris, prennent ou désirent prendre des décisions pour notre avenir commun, car après tout, notre démocratie, c'est vous. Et pour inaugurer cette première émission, prête à répondre avec honnêteté, transparence à ce qui vous préoccupe le plus, qui serait mieux placé que l'architecte de cet aspect si fondamental de notre démocratie qui est le vote. Nous sommes honorés donc d'accueillir pour notre première émission le garant de la transparence électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur Denis Kadima, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, asseyez-vous. Okay. Alors, Monsieur Kadima, bonsoir. Bonsoir. Merci énormément de nous faire ce plaisir d'inaugurer cette première émission, Marius Town Hall. Je vous souhaite la bienvenue. Et le public est là. Vous allez vous donner à des questions du public qui s'est déplacé aujourd'hui, qui se pose tant des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes l'homme derrière tous les cœurs des Congolais et les yeux sont tournés. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir pour cette première émission. Voilà, Monsieur Kadima, il y a énormément de questions que nous avons à vous poser. Avant de donner la parole au public qui est avec nous ce soir, j'ai une question très directe. Est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Elles sont nombreuses. Choisissez laquelle vous met à l'aise pour dire aux millions de Congolais qui nous regardent ce soir que le 20 décembre, coûte que coûte, il y aura élection présidentielle et législative en République démocratique du Congo. Oui, je dis merci à vous, Marius, pour l'invitation et à l'audience pour sa présence à cette première édition. Concernant la question que vous avez posée, il n'y a pas l'ombre d'un seul but que nous aurons des élections le 20 décembre 2023.
Je l'ai dit parce que tout ce que nous mettons en œuvre pour organiser ces élections avance bien. En dépit des difficultés, vous savez, c'est une opération très complexe. En dépit de toutes ces difficultés, la façon dont nous sommes organisés et la façon dont les choses sont en train de se passer, nous sommes très confiants qu'à cette date-là, le 20 décembre 2023, nous aurons bel et bien les élections. Il y aura élection, vous y tenez mordicus malgré tout ce qu'il y a comme contestation. Je parle de l'opposition. Pourquoi refusez-vous, M. Kadima, parce que c'est de ça que tout le monde parle, la révision du fichier électoral malgré les demandes des diverses entités, comme les confessions religieuses, certaines organisations de la société civile et une partie de l'opposition, sans oublier le refus de la francophonie de procéder à cette révision? Pourquoi vous y tenez tellement? Justement, nous sommes incompris. Nous n'avons pas refusé qu'il y ait audit du fichier électoral. Au départ, nous avions invité la francophonie et se présenter, mais il y a eu des pressions parce que les gens n'étaient pas rassurés par l'indépendance de cette institution. Une bonne partie de la population. Donc, ce qu'il faut noter, souvent on a tendance à ignorer ce point-là. La francophonie a été invitée et elle est venue. Donc, notre intention était de travailler avec eux. Et quand ils ont jeté l'éponge, nous n'avions pas de choix que de trouver une solution de rechange. Donc, l'audit a eu lieu. Et maintenant, ceux qui demandent qu'il y ait un autre audit, nous n'avons pas refusé. Tout ce que nous leur disons, c'est de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire, quand nous allons publier la liste des électeurs, qu'ils prennent ces listes et qu'ils fassent leur audit. Mais pourquoi il y a la Cinco, par exemple, qui demande l'audit citoyen? Pourquoi vous ne leur laissez pas la place de venir chez vous et voir ce que vous avez? Non, un audit se fait sur base de la liste des électeurs. Donc, ils n'ont qu'à prendre cette liste que nous allons publier dans quelques temps et ils vont faire leur audit. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est de collaborer avec eux parce que nous sommes extrêmement occupés à préparer les élections. Donc, le message qui passe dans les médias et partout que la CENI refuse, ce n'est pas vrai. Nous leur disons, c'est votre droit, allez-y, mais sans nous. Mais sans vous, comment? Parce que c'est vous qui détenez ce fichier. Comment ils vont le faire? Un audit, c'est un problème de méthodologie. Ils prennent la liste, ils analysent et ils sortent un rapport. Ils disent qu'ils veulent le faire en collaboration avec nous. Nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous ne voulons pas être distraits. Donc, j'insiste, la CENI n'a jamais refusé à une quelconque organisation d'organiser un audit. Mais ils vont le faire à leur manière, sans vous. Et le moment venu, ils doivent décrire leur méthodologie pour qu'on sache comment ils sont arrivés aux conclusions. Ça veut dire que vous, ce que vous voulez savoir, c'est comment ils comptent le faire, c'est ça? Nous ne demandons rien. Qu'ils le fassent, c'est leur droit. Mais comment ils vont venir chez vous pour le faire? Non, ils n'ont pas à venir chez nous pour faire. Et comment ils vont le faire? Ils vont le faire sur base de la liste que nous allons publier. Et vous comptez publier cette liste et quand, justement? Parce qu'il y a l'opposant Martin Fayoulou qui est sorti dernièrement, qui demande si vous pouvez répondre à ses préoccupations, il demande concernant l'audit du fichier électoral, à laquelle vous avez déjà répondu, la publication de la liste des électeurs, l'établissement d'un cadre de concertation, l'accréditation des observateurs et les préoccupations relatives à la machine à voter. Allons-y point par point. Alors, il dit ceci, l'audit du fichier électoral. J'ai déjà répondu. D'accord. La publication de la liste des électeurs. Ça sera fait, je n'ai pas de date, mais la loi prévoit que nous sortons la liste des électeurs 60 jours avant la campagne. Il demande également... Et nous le ferons. Il y aura une liste définitive 30 jours avant le début des élections. L'établissement d'un cadre de concertation. Il en existe un. Malheureusement, ce que lui demande, c'est qu'il y ait un cadre beaucoup plus restreint. Mais imaginez dans un pays où vous avez tant de partis politiques, si vous commencez à sélectionner avec qui vous aurez un cadre de concertation, vous allez ajouter un problème sur un autre. Et il demande également l'accréditation des observateurs et les préoccupations relatives à la machine à voter. L'accréditation des observateurs ne pose aucun problème. Comment ça? Nous accréditons les observateurs tous les jours. Ils font l'observation de long terme. Donc, ça ne pose pas de problème.
à l'approche des scrutins, nous allons continuer à accréditer les urnes. Je pense qu'il a un petit souci sur la machine à voter, comment vous allez publier les résultats, que les résultats ne sont pas transmis par rapport aux machines à voter. Non, ça, la machine à voter est un des moyens que nous utilisons. Il y a une part la machine qui va nous donner des résultats. Il y a d'autre part le comptage manuel à travers lequel nous aurons aussi des résultats. Vous ne pouvez pas nous demander de ne pas utiliser la machine parce que nous utilisons la clé USB et nous pouvons transférer aussi parce que c'est la technologie. Nous ne pouvons pas... En fait, si nous faisons ce qu'ils demandent, demain, les gens vont nous reprocher au cas où il y a des problèmes avec le comptage manuel, avec toutes ces étapes qui consistent à aller au CLCR avant d'arriver jusqu'ici au siège. Donc, la machine nous donne... En fait, les deux approches nous donnent des mécanismes de contrôle mutuel. C'est ça. Donc, si nous avons bien compris sa question, je réponds que la machine n'a pas de valeur si vous ne pouvez pas utiliser les données qu'elle nous procure et lesquelles données nous permettent de comparer avec le comptage manuel. Et voilà. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas du tout... Je vous ai posé cette question aux États-Unis, M. Kadima, avant de passer à la première question de téléspectateurs. Est-ce que vous voulez dire à ceux qui nous regardent que les résultats seront publiés bureau par bureau? Absolument. Vous revenez sur ça? Et si ce n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe? Ça sera fait parce que c'est la loi. Mais si ce n'est pas fait, on a vu que ça n'a pas été fait dans le passé, on y reviendra. Le passé est le passé. OK. Donc, maintenant, nous sommes à une autre époque. Les résultats seront publiés bureau par bureau. Sans doute. D'accord, merci beaucoup. Alors la première question, justement sur l'absence de l'opposition, nous vient de Aristote Tobo. Il est étudiant à l'IFASIC. Il est avec nous ce soir. Merci beaucoup. Moi, c'est Aristote Tobo. Je suis étudiant à l'IFASIC. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de la CENI. Je parle notamment de l'absence de quelques opposants. Martin Fayulu Madidi, PPRD de Joseph Kabila dans les processus électoraux. N'est-ce pas de la dictature du côté de la CENI qui ne veulent pas répondre à leurs attentes? Merci. Il faut d'abord clarifier les choses. Le FCC ne boycotte pas le processus électoral comme tel. Il boycotte le système politique. Il boycotte le fait que la majorité ait changé de camp à travers un mécanisme qu'ils rejettent. Donc, en rejetant cela, ils ont aussi en même temps rejeté le processus électoral. Donc, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait que nous n'avons pas fait. Donc, c'est pour ça que moi, je mets toujours le FCC à côté. Ce n'est pas un problème typiquement électoral. Par contre, avec M. Fayulu, oui, et là, il a refusé de participer. Mais le FCC, excusez-moi, conteste la composition de la CENI. Ça, c'est un problème additionnel. Donc, au départ, le fait qu'ils aient perdu la majorité, de la façon dont ça s'est passé, c'est ça leur problème fondamental. Donc, les élections, ce n'est qu'une sorte de corollaire. C'est pour ça que je peux y répondre en disant que, bon, c'est un processus qui s'est passé au niveau du Parlement. La CENI n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire la composition, quand ils disent qu'il y a des membres de la CENI qui ne devraient pas être à la CENI, ça, c'est au niveau du processus parlementaire. Ça ne nous concerne pas. Moi, je suis qu'un nommé. Donc, qui s'inquiète de la crédibilité de la CENI, ça ne vous regarde pas? Qui s'inquiète de la crédibilité de la CENI, qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer ça? Mais il faut les rassurer. Non. Écoutez, s'ils disent que nous ne voulons pas de M. A et de M. B et de M. C, comment je peux les rassurer? Je vais leur dire, je vais les mettre dehors ou bien ils vont s'éclipser. Vous démissionnez, par exemple. Ah, voilà, ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui. Pas démissionner à l'arbre. Alors, quand tu as décidé, c'est dommage, parce que moi, j'ai rencontré M. Martin Fayulu au moment où il avait la première fois dit qu'il s'est retiré. J'ai demandé de le rencontrer. On s'est rencontrés. On a eu une réunion très ouverte. Malheureusement, après que notre assemblée plénière ait décidé de ne pas satisfaire certaines de ses demandes, il s'est une fois de plus retiré. En fait, en réalité, c'est deux parties. Ça fait deux... Moi, comme j'ai dit, je ne compte pas le FCC. Il n'y a que SID en ce moment. C'est la seule structure dans ce pays
qui boycottent le processus électoral. Toutes les autres, tous les partis politiques et regroupements politiques, nous avons plus de 900 partis politiques. Ils participent. Vous prenez les regroupements, il y a une centaine. Ils participent tous. Et il y a un seul parti qui boycotte. Et on me dit que ce n'est pas inclusif. Monsieur Aristote, est-ce que c'est comme ça? Il demande si ce n'est pas de la dictature, que vous forcez ou vous ça, la continuez à dictature. forcer. Ça, c'est vraiment la démocratie, non? Quand vous avez 900 contre 1, c'est la majorité. Non, mais d'accord, mais si on voit toutes ces contestations, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la fin de ce cycle électoral, qu'il y ait des contestations, vous allez me dire que c'est normal, mais que cela nous envoie à une crise de légitimité après la publication des résultats? Il faut garder toutes les choses dans leurs proportions. Je répète, quand sur 900 partis, et quand je dis 900, c'est parce que j'arrondis, c'est 920. Quand sur 900 partis, 919 participent et un parti ne participe pas, et vous me dites que ce n'est pas inclusif, alors je ne sais pas quoi vous dire, parce que vous voulez la perfection? Il ne peut pas y avoir de perfection. Et surtout quand la raison évoquée de boycotter me paraît assez radicale. Alors on va passer à une autre question. Elle vient de Mandela Djenayame. Il est candidat aux prochaines élections aussi. Il a une question sur la logistique, je crois. Mandela. C'est Mandela Djenayame. Je suis à la fois à la députation nationale et provinciale pour le moment. Donc je voudrais savoir, enfin, il y a le budget. Maintenant, on veut commencer. Et deuxièmement, on sait qu'il y a un problème de logistique dans notre pays. Donc c'est difficile de partir, par exemple, à Kamituga vers le site Kivu ou à Puito. Il y aura un problème de temps. Est-ce que la logistique est à combien de pourcents maintenant? Le budget est à combien de pourcents maintenant? Ce sont vraiment des questions que je pense qu'on ne va pas répondre à cela en décembre, mois de décembre. C'est maintenant qu'il faut qu'on en parle. Je ne sais pas vous dire, mais ce sont les points les plus capitaux, je peux dire. Merci. La logistique et le budget. Merci beaucoup, M. Mandela. Donc, vous demandez si nous avons le budget nécessaire et si nous avons la capacité logistique, c'est ça? À combien de pourcents êtes-vous aujourd'hui par rapport à tous les challenges logistiques que vous avez? Non, le budget, malheureusement, je n'ai pas amené le chiffre, mais je peux vous dire que nous sommes, pour parler tout le temps avec le gouvernement, ils font beaucoup d'efforts parce qu'il faut noter que nous sommes financés par le gouvernement à 100%. Et nous sommes arrivés où nous sommes maintenant grâce justement à cette bonne volonté du gouvernement de nous financer. Donc, il y a toujours un retard parce que le pays n'a pas de moyens illimités. Mais à chaque occasion, quand ils ont quelque chose, ils nous donnent et nous avançons. Il nous arrive, comme en ce moment, de prendre des découvertes auprès des banques pour avancer. Donc, sur le plan financier, je pense qu'on essaie de se débrouiller, bien que c'est difficile, bien que j'aurais souhaité que ça soit beaucoup mieux, beaucoup plus rapide. Il faut dire quand même qu'au début de ce processus, vous vous plaignez beaucoup que les moyens ne suivaient pas. Maintenant, on sent que vous faites moins de bruit là-dessus. Ça veut dire que ça va? Ça signifie deux choses. Ça signifie que ça va mieux, mais ça signifie aussi que je me plains moins. Voilà. Alors, il y a... C'est ça. Quant à la logistique... Oui, allez-y. Oui. Quant à la logistique, ça, c'est notre quatrième élection, donc notre quatrième cycle électoral. Il y a une très forte capacité au niveau de la CENI en termes de planification logistique et le déploiement de la logistique elle-même. Évidemment, tout est lié. Quand nous avons de l'argent, nous pouvons acquérir des équipements, du matériel. Malheureusement, la plupart de ces équipements et matériels viennent de l'extérieur. Mais c'est maintenant question que nous planifions comme il faut en tenant compte des délais tels qu'ils sont et puis de la vasteté du pays. Parce que vous voyez, quand il y a des matériels qui viennent directement à Kinshasa. Il y en a qui vont à Goma, d'autres à Lubumbashi. Donc, c'est toute une gymnastique. Je ne peux pas vous dire à ce stade c'est combien de pourcents, mais je peux seulement vous dire que nous sommes on track. On est on track, on voit, on est sur le bon chemin, c'est ça que vous voulez dire? Sur le bon chemin. Voilà. Alors, il y a Joséphine qui est aussi dans la salle, qui, elle, pose une question sur le processus d'enrôlement et également l'insécurité, je crois, à l'est de la RDC. Joséphine, vous avez la parole, s'il vous plaît. Présentez-vous. Je suis Joséphine Mawete. Il y a quelques jours, j'étais présidente d'étudiants à l'IFASIC.
Actuellement, je gère la communication du bureau du président national des étudiants. Alors, ma question est plus axée sur les opérations d'enrôlement. Je commencerai par louer les faits qu'il y a eu ces opérations en dehors même du territoire national. Je pense que ça mérite vraiment des applaudissements pour cet exploit de la part de la CENI. Mais aussi, il y a certains Congolais ici en interne, notamment dans certaines zones des conflits comme en Ituri, au Maïndombe, au Nord Kivu, qui n'ont pas eu droit à se faire enrôler. Que prévoyez-vous exactement pour eux? Merci. Merci beaucoup, Joséphine, pour la question. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que notre souhait, quand nous parlons d'inclusivité, ce n'est pas seulement les candidats et les candidates, mais c'est aussi les électeurs. Malheureusement, la CENI ne contrôle pas l'aspect sécuritaire du processus. Nous comptons sur l'État. Autant que je l'ai dit pour les finances, nous comptons sur les moyens que nous donne l'État. En termes de sécurité, c'est aussi la même chose. Sur le plan technique, nous sommes prêts. Si on nous dit aujourd'hui de déployer vos équipes au niveau de Rutshuru, Masisi et Kwamut, on le ferait et nous allons enrôler en 10 jours, on aura tout fait. Maximum 14 jours, on aura fini et nous allons ouvrir les BRTC, bureau de réception et de traitement des candidatures, et du coup, on aura des candidats et ils pourront rejoindre le reste du pays. Donc, il y a une condition dont nous dépendons pour pouvoir justement passer à l'acte. Pour compléter ce qu'elle vient de dire, il y avait un autre téléspectateur qui posait la question, qu'arriverait-il si, malgré vos espoirs, la paix ne revient pas, on le souhaite vivement, qu'est-ce qui va se passer dans ces territoires? Il y a un problème? C'est un scénario que je n'aime pas beaucoup, parce que ça va signifier que nous serons obligés d'aller aux élections sans ces compatriotes. Quel impact sur... Bon, écoutez, c'est quand même un peu plus d'1 million d'électeurs sur les 44 millions déjà enrôlés. Donc, ça va signifier qu'ils attendront quand il y aura la paix pour pouvoir participer aux législatives, aux provinciales et aux locales, aux communales, mais ils ne pourront pas participer à l'élection présidentielle. Alors, une autre question dont on parle beaucoup, il y a notre ami Janvier Djaroul. Il est chailleur et ce soir, il voudrait vous poser une question assez particulière. Djaroul, ah voilà, il est là. Passe le micro. Il est chailleur. Chailleur, c'est des vendeurs ambulants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme on a eu Janvier Djaroul, on a posé une question. Tu as passé l'élection Misato, au 2006. 2011 ou 2018. Est-ce que vous avez assuré l'élection à Touroyo, au Bimisa présent au peuple européen, tout pays qui a l'élection au Kulika, au tout le monde? Question mi balé? Question mi balé. Tu es président de la République, Azamoulouba. Président Sénipe, Ozamoulouba. Tu es ceux qui. Tu éviter ceux qui ont obéi ça. C'est une question qui se... Merci Miguel Adja, merci beaucoup, applaudissez pour lui s'il vous plaît. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de Congolais se posent. Malheureusement, vous êtes de la même province que le président de la République. On vous reproche d'être proche de lui. Et est-ce que ça peut... Est-ce que vous pouvez nous rassurer, c'est sa question, que vous n'allez pas le favoriser parce qu'il est de chez vous, vous êtes de chez lui? Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est le second aspect. Le premier aspect... Nalingala, ok. Au Tunisoki, Torulikisa, au Arolega, au peuple aponi. Tout ça, on est en au équipe, on a dirigé, tout ça déterminé, tout ça, ma caméra, tout ça, tout ça, n'a malam. Parce que, pour moi, déjà, bitumeza en bok. Tu lingi que tu fongo la franc sous-sauté. Il faut que, à longue, au peuple aponi, allez. Ok.
Ça dit n'a changé, n'a le bac n'a pas ça. mais koki kaka ko ibsa na kosi a ko ka ko rassurer biso kaka ndenge wana On a ça nini gars, n'a pas ta chute. mais to ko pangi Mais n'a pas pour dire, mais faut n'a pas ta chute. bon on senga chute mais le rôle là tu viens to senga chute to ça la respect mingi pona yo parce que on se représenter mingi pona biso kasi eloko nini garantie nini to zanango Oui, Biko. Garantie ça. Il faut que tu aies un autre processus. So ma maman bezo sala ma oba no déjà siko. Ba critique les amis pour namboko batumingi baza déçu. Na ba élection les cas qui ba no zela makambo le kande mo bokeni msus. Ba élection depuis 2006 to conteste à kaka. En même temps faut peut-être reconnaître que namboko biso ata muto aibani nete même ceux qui quartier ne kaka pambe voter était au moins amko ba misa résultat à le bien non ba tricher. Mboka biso za nding wana. Ils en ont rendu. Bon, c'est quoi? C'est quoi l'ongana lingi? docteur bageyo ngo profiter le rôle bara ndenge wana po batama na sima nango Non. Obi, tous à la moins dignité dans l'équipe où tous à la célèbre. La dignité c'est mingi. Et puis tous à patriote. Tu dis que moi la biso il faut gagner comme ça. Élection à Mabé aux jeunes sexe aussi. Déjà sur ce plan-là. En tout cas, tout ça va compromission. Donc, au longa. Il y a un moment où il so tali neto ça là. Au kabatabi au so poteli cartographie, si qu'on a une question là. So tali cartographie à centre d'inscription. Kadi matondi ici na Kasai. Pour Félix azoba député minko le kabaninga. Les tobimi si ko ba répartition il y a siège. Bat nyosona ba komi ba baba. Ba lo ba lisusu te. Po ba moni ke musala dosali eza kitoko. So tali na processus mobimba. Même l'air ba to saki ba élection ba gouverneur. Au mona yo moko o alonga ki e pa biso yenda lekaki. To zoti na message en pour ba comprendre. Ba tu baza distrait. Ba kan ça que tu retricher ba msusu kutu ba se décourager. Ba zo participer même pas à l'élection. Comme tel, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé, déjà, ça c'est malheureusement état d'esprit na bango. Mais na ndenge na biso moko oya kolonga to PC victoire. Makambo ba député et ba député nommé wana toza kunate. C'est comme ça. Alors, question pour la présidente de la République nanga le fait que toza ba to province moko. En tout cas, dans la province d'Angate, il y a pas qui a été. C'est une coïncidence. Donc, à Nuluba, la preuve peut dire que pour théorie, on a demandé pour Anine. En 2018-2019, le président Tshisekedi Azaki est élu. Est-ce que le président de la commission Azaki Mutambour en a eu? Bon, voilà. Donc, il peut ça la que Moutouaiko le Moko a mis sa résultat, ils ont pris sa victoire dans Moutouaiko le Moussous. Voilà. Donc, t'es aux à la l'aise? Calme. Merci beaucoup. On va continuer justement. Vous parliez tout à l'heure de votre bilan. On va en profiter pour parler de vous avant de revenir sur ces élections. Mais il y a quand même une enquête, avant d'aller à cette question, une enquête de l'ONG Ebouteli qui fait partie du groupe d'études sur le Congo, de l'Université de New York, qui, dans son rapport, il y a quelques mois, a dit que moins de 50% seulement de la population congolaise a l'intention d'aller voter. N'est-ce pas là un signe de manque de confiance dans ce processus? Est-ce que vous savez que aux États-Unis, par exemple, où vous vivez ou d'où vous venez, quand ils réalisent 40% de participation, c'est un exploit. On n'est pas aux États-Unis. Non. La vérité est qu'il y a des gens qui s'intéressent aux élections. Notre élection n'est pas la première élection. Vous verrez dans tous les pays au monde, il y a engouement aux premières élections. Dès qu'on passe au deuxième cycle, troisième cycle, les chiffres commencent à baisser. Il y a des exceptions. Mais pour répondre directement à la question, ces statistiques-là, je ne sais pas, je n'ai pas vu la méthodologie. Je ne sais même pas si c'est véridique. Mais
si la participation n'est pas élevée, j'espère qu'on ne pense pas que cela relève seulement de la responsabilité de la CENI. Vous savez, souvent, on accuse la CENI pour tout. On parle de manque de confiance. Manque de confiance dans le processus, c'est un raccourci. Parce que pour qu'il y ait une forte participation, au départ, il faut que les gens présentent un bon projet de société. Si votre projet de société n'existe pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un projet de société à ce moment ici? Dites-moi si vous avez entendu un seul politicien vous présenter un projet de société. Non. Et comment vous voulez que les gens soient captivés par votre message? Comment voulez-vous que les statistiques, les sondages qui sont faits en ce moment puissent nous donner l'espoir qu'il y aura une forte participation? Les gens ne parlent pas de ce qu'ils vont faire de notre pays. Ils vous demandent de voter pour eux, ils critiquent la CENI, mais il n'y a pas de contenu en termes de comment on va donner de l'emploi aux jeunes. Voilà le sujet qui nous intéresse. Comment vous allez le faire? Ça c'est pas les politiques qui l'ont dit, hein, c'est une ONG. Non, c'est pour ça que moi je pense. Oui. Je n'ai pas lu le rapport. Oui. J'aimerais vraiment lire. Mais tel que vous avez lu là, je reste sur ma soif parce que parfois c'est simpliste quand on dit qu'il y aura une faible participation. Pour qu'il y ait une forte participation, ça dépend d'abord du message ou des messages. Ça dépend aussi des candidats en lice. Comment vous pouvez parler de ça sans qu'on ait même... C'est aujourd'hui qu'on a commencé à prendre les candidatures. On ne sait même pas qui sera candidat réellement. Et vous projetez déjà qu'il y aura une participation limitée. Je pense que c'est un peu prématuré. J'aimerais bien comprendre la méthodologie et voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, vous regardez Marius Town Hall. On va prendre une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission avec le président de la CENI. À tout à l'heure. Bon retour, mesdames et messieurs. Nous continuons avec Marius Town Hall, avec le président de la commission électorale nationale indépendante, ici sur notre plateau, M. Denis Kadima. Dernièrement, M. Kadima, l'Union européenne, par la bouche de son ancien délégué, a félicité le déroulement du processus électoral et l'ambassade américaine, dernièrement, dans un communiqué, dit prendre note des efforts visant l'inclusivité, la transparence et la quiétude du cycle électoral. Est-ce que c'est pour vous une validation de ce processus par la communauté internationale? Je pense que c'est des avis que nous apprécions parce que nous avons constaté que chez nous ici, en RDC, vous l'avez dit justement avant la pause, vous avez dit que les gens applaudissent difficilement. C'est la même chose en politique. Oui. Mais voilà! Et voilà, ils applaudissent. Et voilà. Vous en aviez bien besoin, c'est ça? C'est un bon début. Les gens constatent, remarquent facilement ce qui ne va pas. Et tout ce qui va... Quand ça marche, ils se taisent. C'est comme je vous ai dit, ils disaient que la cartographie est faite de telle façon que quelques provinces soient favorisées. Mais quand ils constatent que tel n'est pas le cas, ils se taisent. Ils ne disent pas « non, nous nous sommes trompés ». Moi, je pense que c'est une bonne évolution de voir ces grandes ambassades apprécier notre travail. Parce que notre travail est un travail très difficile. Juste pour vous donner une idée, rien que pour l'enrôlement des électeurs, qui est normalement un exercice très facile, c'est-à-dire vous venez avec des pièces requises, on vous enrôle et vous avez votre carte. Nous avons perdu 33 personnes. Et la plupart tuées de façon violente. Il y a d'autres qui se sont noyés tellement la logistique est compliquée. Et pendant que vous faites cet effort-là, il y a d'autres qui sont quelque part en train de vous donner des leçons en disant « faites ça, ça, vous n'avez pas fait ça, c'est mal fait ». Ils ne se rendent pas compte que nous sommes en train de le faire au prix de la vie de certains de nos compatriotes. Donc, pour répondre, quand nous avons ce type d'éloge, même nos agents sont encouragés. Donc, il faut que nous apprenions à apprécier. Parce que nous avons toujours l'impression que notre pays est à la queue, alors qu'il y a des exploits qui sont réalisés tous les jours. Si vous voyez en matière de logistique, en matière de cartographie, en matière dans des domaines très pointus scientifiques, la CENI est l'une des organisations qui sont très, très avancées. Mais quand on parle de la CENI,
on s'apaisantit sur ce qui est négatif. Et ça, c'est pour ça que nous apprécions ce type d'éloge. Ça encourage notre équipe. Et voilà. Une autre question, elle nous vient de Tania Ngo. Elle vient des États-Unis d'Amérique. Elle est avec nous ici. Tania, votre question? Bonsoir, c'est Madame Tania Ngo. Ma question est de savoir quelle est la différence entre la CENI de M. Kadima et celle de vos prédécesseurs. Voilà, il y a eu la CENI de Corneille Nangaa, il y a eu la CENI de Ngoï Mulunda, il y a eu la CENI de l'abbé Malou Malou. Quelle est la différence, selon vous, entre vous et vos prédécesseurs? Je pense que là, c'est vraiment une question que je laisserai à la postérité. Comment dire, postérité. Parce que, d'abord, nous n'avons pas encore fini. Eux, leurs processus sont arrivés jusqu'à terme. Nous sommes encore sur la voie. Et j'aimerais plutôt que l'histoire décide sur cette question. Mais moi-même, je ne peux pas aller jusque-là. Une question dans le même ordre d'idée, je crois, nous vient de Christian Mourong. Docteur Christian Mourong, elle vient de Chypre. Vous êtes là? Oui, il est là. Merci. Moi, c'est Docteur Christian Mourong, ancien contrôleur technique de la CNI. J'apprécie que vous puissiez dire qu'il est très important d'apprécier ce qui est fait. Mais je pense que si des fois on parle de ce qui n'est pas bien fait, c'est aussi pour vous aider à aller vers la perfection. Et par rapport à ça, j'apprécie votre assurance, mais il faudrait reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait relever afin de vous aider à mieux faire. Entre autres, vous parlez de l'assurance du point de vue technique, mais nous nous rendons compte que les cartes des lecteurs de cette fois-ci sont les pires cartes des lecteurs. Excusez-moi, j'ai un défaut d'être direct. C'est-à-dire, nous avons les pires cartes des lecteurs que la CNI ait produite. Moi, j'ai la mienne, je ne sais même pas reconnaître mon visage. Et j'apprécie des fois quand vous comparez la RDC avec d'autres pays, vous venez de nous comparer avec les États-Unis. Vous aviez fait la même chose avec les cartes, en comparant le fait que ces cartes en noir et blanc étaient pareilles au Canada ou en Angleterre. Je ne sais pas si eux aussi ils ont les mêmes problèmes avec nous, avec des cartes qui disparaissent. Aujourd'hui, vous voulez produire des duplicata. Est-ce que vous allez utiliser les mêmes imprimantes avec les mêmes risques de se retrouver devant les bureaux de vote avec des cartes illisibles? Merci. Voilà, merci. Je vais renforcer parce qu'il y a une sous-question qu'il a. Mais ce problème de carte d'électeur, c'est un grand problème qui a fait jaser. La qualité des cartes d'électeurs n'est pas la même que celle de vos prédécesseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? OK. C'est une situation réelle, mais il y a une série de cartes qui sont affectées. Moi, ma carte n'est pas affectée. Et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes enroulé. Bon, je ne pense pas. Bon, mais en tout cas, ma carte et la carte de beaucoup de gens que je connais sont bonnes. Il y a une série qui pose problème parce qu'il y a un problème chimique. Ils ont utilisé un produit qui nous pose ce problème. Et là, je ne peux pas vous dire autre chose que ça, c'est la vérité. Et nous sommes en train de donner des duplicata. Cette fois-ci, même l'emballage, on met un étui plutôt que utiliser la méthodologie qu'on avait utilisée pour nos autres cartes. Donc, c'est un problème qui est en train d'être résolu et qu'il sera jusqu'aux élections en décembre. Donc, je me résume. Je reconnais que c'est un problème pour une certaine série de cartes à cause d'un problème chimique. Mais nous avons trouvé un palliatif. Nous sommes en train de distribuer des cartes de duplicata. Et ce problème, d'ici le scrutin, sera résolu. D'accord. On va faire le bilan de ce que vous avez fait à la fin de votre mandat. Vous, quand on parle de vos prédécesseurs et vous, même si vous ne voulez pas en parler, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui de ce que vous avez déjà accompli depuis que vous êtes à la tête de la CENI? Bon, il faut d'abord noter que, évidemment, tout ce que nous faisons n'est pas toujours visible. Par exemple, je donne un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps à l'extérieur du pays. J'ai une forte perspective comparative. Donc, je peux
voir ce qui se fait et je me dis, pourquoi nous le faisons comme ça? Je pose quelques questions et avec la contribution de tout le monde, nous améliorons la façon de faire les choses. Donc, il y a ce qui fait, par exemple, que nous puissions enrôler en 4 mois. Dans le passé, ça a été fait en beaucoup plus de temps. Combien de temps? En tout cas, 12 mois. Mais c'est pour ça que certaines personnes pensent que vous faites les choses en la précipitation. Oui, c'est Parce que les choses que les gens faisaient en 1 année, vous les faites en 4 mois. Peut-être pas en précipitation, mais nous faisons les choses avec célérité. Même l'enrôlement, d'autres l'ont fait en plus de temps, vous l'avez fait en moins de temps. Enfin, ça veut dire que c'est la précipitation. Il y a toujours... C'est pour ça que les gens pensent que vous êtes vraiment en train de faire tout pour aller coûte que coûte à ces élections. Bon, c'est une façon de voir les choses. Nous sommes tenus par les délais constitutionnels. Moi, je pense que le pays doit respecter les délais constitutionnels. Les problèmes que nous avons, ce n'est pas lié au fait que nous faisons les choses dans la précipitation. Les problèmes qui se posent, c'est lié justement au facteur temps que nous n'avons pas, parfois les moyens qui ne suivent pas. Mais ce que je veux dire pour répondre à cette question, c'est que nous avons enrôlé en moins de temps. C'est un exploit. On peut choisir de voir ça négativement, mais c'est un exploit. Mais parfois, quand nous le disons, il y a parfois une perception que nous sommes en train de nous vanter et peut-être de dénigrer ceux qui nous ont précédés. Non. En réalité, ce que nous faisons, nous le faisons sur base de ce qu'eux ont fait avant nous. Donc, nous n'avons pas fait table rase de ce qu'ils ont fait. Ils ont apporté quelque chose et nous apportons quelque chose de plus. Mais c'est en fait un succès collectif. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, il y a ça. Il y a... je ne peux pas faire la comptabilité. Moi, j'aimerais faire cet exercice-là à la fin. Là, au moins... Oui, parce que maintenant, ça risque de donner l'impression... Bon, d'accord. J'ai appris... Trop vite satisfait. D'accord. J'ai appris que vous êtes d'ailleurs en train de faire des travaux. Vous avez acheté le siège actuel de la CENI. Ce n'est pas vous, mais sous votre direction. Et vous avez acheté des entrepôts que vous louiez avant. Où est-ce que vous avez eu cet argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que nous avons demandé cet argent. C'était dans le budget et nous avons insisté pour l'avoir. Et le gouvernement a acheté pour nous l'immeuble. Et puis, nous sommes en train de faire des travaux. Parce qu'en fait... Mais pourquoi vos prédécesseurs avant ne l'ont pas fait? Ça, il faut leur poser comme question. Mais vous avez vu le rapport, vous savez ce que c'est, ce qui se passe. Bon, mais je pense qu'ils répondront mieux que moi. Par contre, avec nous, notre vision, parce que la CENI avant n'avait pas un plan stratégique. Dans notre plan stratégique, nous avons aujourd'hui une description de notre vision. Ça veut dire que vos prédécesseurs n'avaient pas de plan stratégique? Ils avaient des plans opérationnels. Je ne sais pas s'ils ont développé un plan stratégique, mais nous avons fait de ça une vision. Okay. Nous voulons avoir une vision partagée. Notre vision, je ne vais pas la répéter complètement, mais je peux vous dire que les éléments que vous y retrouvez, c'est notamment cette volonté de faire de notre institution une CENI de rang mondial. Vous comprenez, une vision doit toujours voir grand, même si vous êtes petit. Donc nous voulons être une CENI de rang mondial. Et pour ce faire, on commence d'abord dans notre environnement immédiat. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes de rang mondial pendant que vous résidez dans une bicoque. Voilà. Même l'espace de travail, nous avons voulu que ça soit bon. L'entrepôt, on nous a chassés plusieurs fois. Ça a été difficile. La veille des scrutins, bon, tous les bailleurs exigent un paiement, parfois le prix augmente. On s'est dit que Kinshasa est la base, on va avoir un entrepôt. On a le plus grand en Afrique centrale en matière électorale. Très bien. Votre prédécesseur, Corneille Nangaa, candidat déclaré à l'élection présidentielle, est en train de critiquer le processus électoral actuel que vous êtes en train de conduire et annonce de tout déballer dans les jours qui viennent. Ne craignez-vous pas, Monsieur Kadima, que cela discrédite votre institution? Il a dit qu'il a dû déballer sur notre travail à nous, ou bien c'est sur son travail passé? C'est une question. Hein? Mais déjà, il est en train de critiquer ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, écoutez. Il n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se passent.
Vous lui avez retiré sa garde, vous êtes en train de le malmener, et puis voilà, après, il va déballer. Ok, non, bon. La façon dont le processus se passe, je pense qu'il est vraiment libre de le faire parce qu'il est leader d'un parti politique aujourd'hui. Donc, il doit s'exprimer autant que les autres. Donc, ce qu'il dit, on le lui concède parce que c'est son droit. Et nous pouvons seulement répondre. Si vous aviez donné un exemple spécifique, j'allais y répondre comme je répondrais à tout autre politicien. Mais, à part ça, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne sais pas quel autre aspect... Ça ne vous fait pas peur qu'il déballe dans les jours qui viennent? Non. En fait, le déballage, ça s'est dit comme ça? Oui. Le déballage dont il aurait parlé, c'est par rapport au processus que lui, il a géré. Ce n'est pas par rapport à notre processus. Parce que comment il va déballer sur un processus qu'il n'a pas géré? Donc ça, c'est une autre paire de manches. Donc, mais par rapport à la question de sa garde, j'aimerais clarifier. J'aime pas trop parler de mes prédécesseurs, sauf quand j'ai quelque chose de bien à dire sur eux. Mais je vais quand même clarifier que je l'avais appelé pour lui dire que, bon, nous avions donné cette garde parce que vous êtes ancien président de la CENI. Mais maintenant que vous êtes un leader de parti politique, si je continue à vous assurer cette garde, ça serait injuste par rapport aux autres leaders politiques. Je vais retirer la garde dans un mois, trouver d'autres moyens de vous organiser. Et après un mois, j'ai retiré cette garde. Donc je pense que c'est... Après les élections, vous allez la lui retourner? C'est pas comme ça, parce que là, c'est fini, hein, c'est une autre vie. Hein. Sinon, ça devient... Est-ce que vous savez que ça peut vous arriver aussi? Enfin... Oui, si. Écoutez, moi, le jour que je vais quitter, si je ne passe... Enfin, je ne prévois pas de créer un parti politique. Oui. Alors, vous, M. Kadima, vous avez dernièrement suspendu le secrétaire exécutif de CENI, je cite, pour faute lourde. Est-ce un signe du climat de manque de confiance qui règne au sein de la CENI? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas un problème de confiance, c'est plutôt une faute administrative qu'il a commise et une sanction est prévue pour ça. Et nous avons dans cette émission, vous répondez aux questions du peuple, on veut savoir. On a l'impression que vous vous cachez derrière faute administrative. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Bon, c'est un cas d'insubordination. C'est-à-dire? Subordination. C'est-à-dire? Est-ce que je peux dire plus que ça? Vous voulez savoir ou pas? Non, je n'aimerais pas utiliser cette plateforme pour donner des détails, mais je vous dis seulement qu'il y a eu un cas d'insubordination, c'est-à-dire une décision qui a été donnée et qui n'a pas été appliquée. Et puis il y a eu une sanction. Au bout de 15 jours, il va revenir et nous serons contents de le reprendre dans l'équipe pour continuer à travailler pour les élections. Est-ce que ça va être OK quand il revient? Il n'y aura pas de problème. Vous allez... voilà. C'est normal qu'il y ait des sanctions. On dit toujours qu'en RDC, il y a l'impunité parce qu'il n'y a pas de sanctions. Ça, c'est un cas de sanction. Et ça n'enlève en rien à sa valeur en tant que professionnel. Il va revenir, on va travailler ensemble. D'accord. Nous allons prendre une question de Maurice Mukandai. Il est président des étudiants de la République démocratique du Congo. Monsieur Mukandai. C'est l'étudiant Mukandai Maurice, président de tous les étudiants. Alors, je voudrais aussi savoir, depuis que vous êtes là, moi personnellement, j'apprécie votre façon de faire les choses. Alors, on a juste remarqué quelque chose. Nous, les étudiants, en quelque sorte, on n'est pas vraiment associés, si je peux dire ça. Pas seulement associés, vous avez aussi ces devoirs-là, ce pouvoir-là, de former les gens qui vont participer aux élections. Nécessairement les étudiants. Parce que moi, je parle ici uniquement des étudiants. Si les étudiants sont formés, il est dans son quartier, il représente quelque chose, je pense qu'il peut influencer aussi même les gens dans son quartier pour participer aux élections. Parce que vous avez parlé ici aux États-Unis, c'est moins de 40%. Mais si on commence à former, je donne l'exemple, après les élections de 2023, vous allez rester pendant 4 ans pour ne rien faire jusqu'à ce qu'on va encore organiser les élections de 2028. Mais les 4 ans que vous allez rester sans travail, moi je me dis, on peut former
les gens qui participent aux élections, surtout les étudiants, parce que ce sont eux qui restent aussi avec les gens qui ne fréquentent pas les universités. Les étudiants peuvent faire aussi quelque chose à leur tour pour former ce genre de personnes. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour dire si la CENI peut organiser des conférences, des activités uniquement avec les jeunes, avec les jeunes étudiants. Merci beaucoup. Parce que ici, nous ne représentons pas seulement la ville province de Kinshasa, c'est la RDC, je précise mieux. Merci la beaucoup. RDC. Merci, Monsieur le Président. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. On peut faire mieux. Malheureusement, ce qui arrive après les élections, c'est que la CENI n'est plus une priorité. Vous verrez à partir de 2024, tous les moyens, après tant de dépenses, tous les moyens sont orientés vers autre chose. C'est malheureusement ça. Et après, pendant les 3 ans qui vont suivre les élections, en tout cas dans le passé, ce qui s'est passé, c'est que la CENI n'a pas de budget d'opération. On a que le budget de rémunération. Et voilà, nous n'avons pas grand-chose. Ça, c'est une faiblesse au niveau de la façon dont le budget de l'État est monté. Mais en même temps, nous savons que le pays n'a pas de moyens illimités. Bon, ça, c'est le drame. Mais je suis conscient que même à cette période opérationnelle, nous pouvions mieux faire avec les étudiants. C'est vrai. Mais ce qui arrive, c'est que, comme on a des contraintes, imaginez aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir des équipements. C'est ça la priorité pour le moment. Et malheureusement, nous le faisons souvent au détriment de tout ce qui est comme sensibilisation de la population. Et la conséquence est que on ne fait jamais assez de sensibilisation parce qu'il y a d'autres priorités. Et au moment où nous avons maintenant les fonds qui restent, il y a trop peu de temps, l'impact peut être limité. Il faudra qu'on réfléchisse sur d'autres mécanismes pour corriger cet état de choses. Merci beaucoup. Une autre question sur l'organisation des municipales en RDC. C'est une première depuis 1987, je crois. Nous vient de M. Lombo Odon, qui est venu nous voir ce soir. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir apporté la parole. Monsieur Odon Lombo, fonctionnaire. Ma préoccupation se situe au niveau de l'organisation des élections municipales ou communales. Si mes souvenirs sont bons, les dernières dans notre pays se sont déroulées en 1987. Et à l'époque, il y avait des raisons parce que nombreux étaient ceux qui avaient estimé que les personnes placées à la tête de leur municipalité et pas les personnes votées dans des signes. Alors, plusieurs cycles se sont passés sans que les dites élections ne soient organisées. Alors, au courant de ce cycle, vous avez tenu à les insérer cette tranche d'élections. 2 questions se posent. Pourquoi avez-vous tenu absolument à insérer la dite tranche alors que le cycle est déjà très complexe? Et puis de 2, quelles dispositions allez-vous prendre? Avez-vous déjà prises pour que le choix des électeurs soit respecté et ainsi éviter le scénario de 1987? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lombo-Odon. Évidemment, j'ai déjà répondu pratiquement à la 2e question parce que ces élections seront organisées en même temps que les élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales. Donc, les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place par rapport à ces élections vont s'appliquer aussi pour les élections locales parce qu'on vote en même temps. Donc, nous allons assurer la transparence à chaque étape et particulièrement en ce qui concerne la gestion des résultats. Maintenant, pourquoi nous programmons ces élections? C'est parce que c'est requis par la loi. La loi nous oblige à tenir compte de toutes les élections prévues par la loi durant un cycle. Il s'est fait que les cycles passés, on n'a pas organisé ces élections-là.
Mais nous nous sommes dit, il faut que nous commencions à nous habituer à la notion de démocratie à la base. Et cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait élection. Mais évidemment, nous allons, à cause de certains aléas, ces élections communales ne seront organisées que dans les chefs-lieux de province. Et puis, peut-être en 2024, nous pourrons alors organiser pour le reste du pays. Mais en résumé, nous n'avons pas de choix que d'organiser ces élections-là, sauf s'il y a des impondérables. Donc, nous sommes tenus à le faire parce que c'est prévu dans la loi. Merci beaucoup. On est en train de tendre lentement, mais sûrement à la fin de cette émission. Il y a Nelly Toumba. Elle est candidate. Et je pense qu'elle a une question sur le seuil de représentativité. Nelly, bonsoir. Alors, oui. Oui, je m'appelle Nelly Toumba. Je suis congolaise de l'étranger. Je viens de la Suisse. Et je suis candidate à la députation provinciale à Ndemba, dans le Kassai central. J'ai une question pour le président Séni. C'est par rapport au seuil légal de représentativité. Et vous avez publié une divulgation que la plupart, je pense, parce qu'ils ont bien lu ça, et c'est un peu compliqué les calculs. Donc, en gros, les calculs sont faits sur base de regroupements politiques. Et on peut voir quelqu'un qui a fait beaucoup de voix, mais tombé, parce que son regroupement n'a pas pu atteindre le seuil. Est-ce que vous pouvez bien expliquer ça? Parce que je pense que vous allez vous attendre à beaucoup de conflits par rapport à ça. Merci. Il faut dire quand même que c'est une question assez complexe, là, cette affaire de représentativité, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit cours là-dessus, en 2 minutes? En fait, je vais un peu élargir votre question parce qu'il y a 2 seuils qui seront d'application. Il y a d'abord le seuil de recevabilité. Ça, c'est au moment où vous déposez votre candidature. Et plus tard, pour les résultats, il y a un seuil de représentativité. Le seuil de recevabilité a été introduit pour s'assurer qu'il n'y ait pas de partis insignifiants. Je parle en termes de chiffres, ce n'est pas par arrogance, mais des partis fantaisistes. Alors, pour que votre parti puisse participer aux élections, votre parti ou bien votre regroupement, il doit avoir des candidats dans 60% des sièges. Comme notre Assemblée nationale compte 500 membres, donc en général, donc, il faut avoir au moins 300 postulés dans au moins 300 sièges. Tout ça, c'est quoi? C'est pour limiter le nombre de partis politiques. Parce qu'il y en a trop. J'ai parlé tout à l'heure de 900. Et si vous ajoutez les regroupements politiques, c'est vraiment énorme. Ça, c'est un premier seuil. Le deuxième seuil, c'est celui qui exige qu'on obtienne, selon le type d'élection, un minimum en termes de résultats. Pour les législatives nationales, il faut avoir au moins 1%. Et pour les 1% de quoi? De votes valides. OK. Et pour les provinciales, il faut avoir 3%. Et pour les locales, 10%. Bon, tout ça, c'est un peu pour assainir l'environnement politique et encourager les groupes à venir ensemble et constituer des grands ensembles. Ça, c'est la décision du législateur. La CENI ne fait qu'appliquer cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. OK, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Et puis, on va peut-être prendre, pour finir, un sapeur qui est avec nous. Il est bien habillé. D'ailleurs, j'ai la même veste. Il s'appelle Joseph Hassani. Joseph, bonsoir. Merci d'être là ce soir. Merci pour la parole. Moi, c'est Joseph Hassani, étudiant à l'ISTIF aussi. Monsieur Kadima, ma question est celle-ci. On a dit que vous êtes un expert électoral. Vous l'avez fait où? Pourquoi si vous êtes vraiment un expert électoral, vous n'avez jamais géré une commission électorale en Afrique? Voilà, on dit de vous que vous êtes un expert électoral. Parlez-nous un peu de vous, comme si on voulait vous embaucher. Et si vous l'avez été, comment n'avez-vous jamais été président d'une commission électorale? C'est sa question. On peut être président d'une commission électorale qui est dans son propre pays.
moi, je vivais à l'extérieur du pays. Alors, j'ai exercé ce travail dans des structures autres qu'une commission électorale. Parce que même ici, chez nous, pour travailler à la CENI, il faut être congolais. Moi, je résidais en Afrique du Sud et j'ai donc, c'est un problème d'opportunité. Ce n'est pas parce que je ne répondais pas aux critères. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, c'est difficile de tout dire, mais je peux vous dire en substance que j'ai une longue carrière. Vous pouvez déjà voir à partir de tout ce que j'ai comme ride sur le visage. J'ai eu une longue carrière. Quand moi j'ai commencé à travailler, je pense que presque toute la salle, y compris Marius, n'était pas encore né. Alors, mon premier boulot, c'était à la banque, à l'époque on appelait Banque commerciale zaïroise. J'ai travaillé à la banque et je sais que je retiens de la banque, c'est la discipline, l'exactitude. Ça, c'est des choses qui me caractérisent. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, en ce qui concerne les élections, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. Au début, le travail que nous faisions, c'était l'observation électorale. Et plus tard, quand j'ai grimpé les échelons, j'étais le leader des missions d'observation, plusieurs missions. C'est-à-dire, c'est moi qui était le président de ce groupe-là. Et nous observions et faisions des recommandations. Mais au-delà de l'observation, nous avions aussi comme rôle de mettre en place les standards électoraux. Ça, c'est un autre niveau. Vous savez, observer, c'est quoi? Vous voyez ce qui se passe et vous faites des rapports. Mais nous sommes élevés au niveau de déterminer les normes électorales, les standards électoraux. Et ce travail a été remarqué et apprécié. Par qui? Par les Nations Unies, par beaucoup d'organisations internationales. Okay. Les Nations Unies, pour les citer, à titre d'exemple, parce que je ne peux pas donner tous les exemples parce que c'est quand même long. J'ai été nommé directeur du référendum au Soudan pour le compte des Nations Unies. Donc, j'ai travaillé pas seulement comme un consultant, mais j'étais aussi agent des Nations Unies en tant que directeur. Mais quand on voit ce qui se passe au Soudan, je ne sais pas si vous allez dire que vous avez fait du bon boulot. Hein. Mais ça, ce n'est pas les élections. D'accord. En fait, je parle du référendum. OK. Il y a eu le référendum qui a culminé dans la création du Sud-Soudan. C'est moi qui étais l'officiel des Nations Unies responsable de ce processus-là. Donc, j'étais directeur de niveau D2. Au-delà de D2, vous avez des postes politiques. Donc, par rapport aux postes professionnels, c'est ça le grade que j'avais. Je dois reconnaître que le travail était tellement bien fait qu'après le Soudan, j'ai été prié d'aller en Tunisie où j'ai joué un rôle similaire. Et là, c'était la première élection Arab Spring, printemps arabe, dans le monde arabe. Et là, j'ai été aidé les amis tunisiens. Mais à part ça, j'ai travaillé dans une multiplicité de pays africains à tous les niveaux, avec les mamans d'Amakala, tout comme avec des chefs d'État. Donc, j'ai une grande expérience. Donc, en venant à la CENI, c'était l'opportunité de travailler enfin dans mon pays. C'est ainsi que je n'ai pu devenir président de la CENI qu'au soir de ma vie. D'accord. Vous êtes engagé, OK? Maintenant, comme on dit en anglais, you are hired. Maintenant que vous êtes engagé, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Les prochaines élections, c'est dans moins de 4 mois. 3 mois. Est-ce que vous êtes sûr, M. Kadima, que cette expérience, justement, va vous servir à rendre le processus électoral prochain beaucoup plus crédible que les précédentes? C'est cet élément de comparaison qui est un peu dangereux. Moi, je veux organiser une bonne élection, des bonnes élections, un peu dans l'absolu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut que l'élection réponde à certaines normes. Je ne veux pas nécessairement, à cette étape, dire que je veux que ça soit comparé à une autre élection. Ce que nous faisons, c'est quoi? On se pose la question, quelles ont été les critiques vis-à-vis des processus passés? Et essayons de faire mieux. C'est ce que nous faisons. Un exemple, nous tenons
à tout prix à publier les résultats par bureau de vote. Parce que au cycle passé, tel n'était pas le cas pour une raison ou une autre. Nous tenons à permettre aux partis politiques, aux candidats, disons, de pouvoir remonter. Si nous disons que tel candidat a eu 1 million de voix, ils doivent être en mesure de faire un breakdown, donc d'aller bureau de vote par bureau de vote et voir comment nous sommes arrivés à 1 million. Nous allons le faire. Ainsi, ceux qui ont gagné seront les vainqueurs et les élus. Nous ne donnerons pas de voix aux gens qui n'ont pas été choisis par la population. Ça, c'est une promesse que je fais et nous partageons cela avec tous les collègues dans l'équipe. Monsieur Kadima, merci beaucoup. Surtout, merci d'avoir accepté cet exercice de questions-réponses de Congolais qui, ce soir, sont venus vous poser toutes les questions que j'imagine les gens à la maison se posent aussi. Vous avez répondu. On retiendra tout ce que vous avez dit dans cette émission, sera retenu contre vous. On compte sur vous pour les prochaines élections. Alors, si vous aviez un dernier mot à dire à tous ceux qui vous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, tout ce que j'aimerais dire, c'est pas vraiment beaucoup, c'est tout ce que j'ai dit tout au long de cette émission. Le processus électoral n'est pas une affaire de la CENI seule. Il arrive des temps où nous suivons à la télé, il y a un policier qui fait passer les gens au début de la file, moyennant argent. Et quand les gens se plaignent, ils disent, voilà la CENI. Alors que nous ne gérons pas les militaires, nous ne gérons pas les policiers. Non, sachons que la réussite des élections en RDC, c'est une responsabilité collective. Il ne faut pas que les Congolais continuent à être des spectateurs. Si nous échouons, vous échouez avec nous. Si le pays traverse des moments difficiles à cause du processus électoral, ça ne sera pas la responsabilité de la seule CENI. Donc j'invite nos compatriotes de venir et participer avec nous et contribuer à la sensibilisation. J'invite les observateurs à observer avec une certaine distance. Je sais qu'ils sont des électeurs, mais ils doivent être en mesure de faire de l'observation. Il y a des principes en matière d'observation. On n'observe pas les élections. Quand on est observateur de la société civile, on ne se comporte pas comme un activiste politique. Et si vous avez un parti politique ou bien vous êtes un candidat indépendant, ayez des témoins. La CENI ne peut pas être en mesure de tout faire à elle seule. Vous-même, si vous avez des témoins, vous aurez un peu plus confiance dans le processus que si vous ne comptez que sur la CENI. La CENI ne peut pas tout faire à elle seule. C'est notre exercice, c'est notre processus, c'est à nous tous, veillez, vous approprier ce processus et sa réussite, ça sera la réussite de tout le pays et je ne peux que vous inviter à vous joindre à nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kadima, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci d'avoir accepté ces jeux de questions-réponses pour cette première émission. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce premier numéro des Marius Town Hall. J'espère vous retrouver toujours avec le même plaisir, avec ce public qui est venu très nombreux ce soir, pour qui je demande d'ailleurs d'applaudir. Pour vous-même. Merci à mon confrère Gary Wele qui était avec nous ici ce soir dans cette émission des États-Unis. Et au nom de toute l'équipe technique qui nous a aidés à être chez vous aujourd'hui, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt avec un autre invité. Bonsoir chez vous. Au revoir. Merci.